Merci à tous de vous être déplacés nombreux. C'est une assistante plus nombreuse que d'habitude, donc je vous remercie de l'intérêt que vous nous portez. On vous a réunis à l'occasion de notre rapprochement avec Foncière Sépric pour vous en dire un petit peu plus que lors du call qu'on avait fait le jour de l'annonce, puisqu'aujourd'hui on a commencé à avoir une vision un petit peu plus affûtée quand même, puisque le calendrier se précipite ou se précise. Dominique y reviendra. Donc on vous a réunis pour vous en dire un petit peu plus, et puis également pour vous expliquer ce que nous allons faire dans les mois qui viennent. Alors, on a pris l'image du puzzle parce que c'est un rapprochement pour nous qui fait du sens. L'expression vient de Dominique. Et on pense que c'est un rapprochement qui est créateur de valeur. Alors, déjà, pourquoi ce rapprochement? C'est que nous avions quand même, vous nous l'aviez tous souligné, un petit problème de taille. Il est vrai que nous ne sommes pas encore très gros, mais on s'attache à le devenir. Donc, déjà, quand j'avais annoncé au printemps que nous voulions arriver au milliard d'actifs, certains d'entre vous, je crois que c'est Samuel, qui avait dit il va y avoir une énorme dilution. Donc il fallait qu'on arrive à répondre au problème de la croissance sans dilution. Donc je pense que ce rapprochement fait partie de la réponse. Ensuite, on voudrait revenir sur la classe d'actifs que sont les retail parks, parce que je pense que c'est une classe d'actifs qui mérite un petit peu d'explication. Et puis vous parlez de l'après, puisque aujourd'hui, les deux confondus, on va faire 500 millions. Donc, si vous avez bien suivi, 1 milliard, il reste 500 millions à faire. Donc on vous expliquera comment nous pensons les faire. Alors, on va faire la présentation en trois phases. Première, c'est moi qui vais la faire, donc les retail parks. Deuxième, les choses sérieuses avec Dominique Joyec, une sorte de fiche technique du deal, parce qu'il faut quand même que vous ayez un petit peu une fiche d'identité de l'entité combinée, justement. Et puis je reviendrai pour la suite et la conclusion. Alors je voulais faire un tout petit peu de pédagogie sur les retail parks, parce que je pense que c'est une classe d'actifs qui souffre d'une réputation un peu injuste, souvent vue comme du sous-commerce ou du mauvais commerce ou de l'immobilier pas très joli. Donc ceux que j'ai vus en tête-à-tête savent que je suis attaché aujourd'hui à c'est pas la réhabilitation parce que c'est un peu facile, mais au fait que cette classe d'actifs est une classe d'actifs en elle-même et que c'est un business model en lui-même. Donc aujourd'hui, une approche un petit peu macro d'abord, ce qui marche dans le commerce. Donc vous comprendrez que par exclusion, ce qu'on n'a pas cité, on pense que ça marche moins bien. D'abord, il y a les grands centres commerciaux régionaux. On ne va pas aller marcher sur les plates-bandes des grandes foncières. Il est évident que ce que j'appelle le shopping loisir ou le destination shopping ou le malling dans les grands centres commerciaux urbains, je pense que ça fonctionne très bien. La preuve par les faits dans les grandes foncières, c'est la mixité de l'offre, c'est la richesse de l'offre, c'est le gros centre commercial. Ensuite, il y a deux mouvements assez amusants. Donc, il y a le retour vers la proximité, je ne vous apprends pas grand-chose, dû peut-être au retour vers les centres-villes d'une population un peu vieillissante qui a un gros pouvoir d'achat. Et puis, un fait émergent, le coût du déplacement, les gens vont plutôt vers la proximité. Donc, des galeries de centre-ville, et ça marche plutôt bien. Puis alors, il y a le troisième élément, c'est la recherche du prix. Et c'est là que nous nous positionnons. Donc il y a deux choses dans la recherche du prix. Il y a Internet, parce que je ne crois pas qu'on puisse parler aujourd'hui de commerce sans parler d'Internet, et on y reviendra. Et puis il y a les parcs commerciaux au sens large. Donc actifs sous-tendus par la conjoncture. La recherche du prix, je crois que vous serez tous d'accord pour dire que ça va aller plutôt crescendo qu'en régression. Il y a une vraie évolution de comportement. Je crois que les gens vont couper dans leurs dépenses quotidiennes pour préserver leurs loisirs et une forme de qualité de vie. Et puis, il y a une nouvelle classe d'actifs qui arrive. Ce sont des jeunes. Ils sont complètement branchés Internet et ils ne consomment pas comme nous et ils veulent le prix. Si on affine encore un petit peu dans la notion des parcs commerciaux au sens large, avant d'arriver au retail park, puisque le retail park est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, moi, je trouve qu'il y a trois sous-typologies. Il y a le parc de luxe, le parc à thème. Les Américains l'ont appelé l'outlet. Donc c'est en général assez qualitatif. Ça ressemble plus à un centre commercial à ciel ouvert parce qu'il y a quand même pas mal de services, pas mal de qualité dans l'immobilier. C'est très bien placé en général. C'est le vrai destination shopping, donc c'est la Vallée Village, c'est les outlets. Ce sont des loyers élevés parce que des enseignes qui vendent des produits à forte marge et assez cher. Je ne pense pas que ça ait un avenir démesuré puisque c'est quand même un marché de niche. Il y en aura très peu parce qu'en fait, il joue sur le phénomène de rareté.
Ensuite, il y a une grande partie des parcs commerciaux qui sont faits de ce que j'appelle le diffus. Alors, c'est tout ce que vous et moi, on n'aime pas en tant que citoyens français, c'est-à-dire toutes les boîtes le long des nationales à la sortie et à l'entrée des villes. Ce sont plutôt en général des entrepôts commerciaux, c'est-à-dire que ce sont d'ex-bâtiments industriels qui sont devenus du commerce au fil de l'eau. Pas mal placés en général sur les grands axes des villes. Une commercialité aléatoire parce qu'effectivement on fait un peu de briquet de broc, pas toujours du parking et un immobilier pas forcément adapté. Je pense que c'est la partie déclinante du parc commercial hors parc organisé. Ça ne correspond plus aux attentes ni des clients, ni des élus, et c'est important, et ni des enseignes, parce que les enseignes nationales, notamment les grandes chaînes, ne veulent pas aller dans ce type d'espace. Et puis il y a le retail park, donc là c'est des espaces organisés, avec une mixité de bonne qualité, une bonne commercialité. Vous savez que, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas regarder nos actifs comme du pur immobilier, mais comme de la commercialité, parce que parfois l'immobilier n'est pas tout à fait flatteur. Et là, je pense que ça a un très très fort potentiel qui va se nourrir forcément du parc existant, du diffus, qui va décliner et qui va alimenter par des transferts le développement des parcs organisés. Alors pour illustrer ça, je ne sais pas comment marche le pointeur, hein, mais on va essayer. Comme ça. Voilà. Un exemple type d'un retail park. Vous ne pouvez pas lire, mais c'est Limoges qui est marqué là. Donc pour ceux qui chercheraient. Typique. Une autoroute, la ville juste à côté, 3 km ou 4 km en l'occurrence. Un rond-point qui dessert l'ensemble. La locomotive, là en l'occurrence c'est Carrefour. C'est sa ligne ces parkings. Et à côté, une offre très bien organisée, avec donc quelques autres locomotives. Là, c'est un Décathlon, puis là, il y a une autre grande, j'arrive plus à lire, je n'ai pas mes lunettes. Mais vous voyez qu'une mixité de surface, une mixité d'enseignes et une offre bien étudiée avec un plan merch bien fait. Donc, on retrouve les qualités, à mon avis, essentielles d'un vrai retail park, c'est-à-dire une bonne organisation. C'est bonne visibilité, on est le long d'un axe majeur, la desserte autoroute, rond-point hyper simple, l'accessibilité, la locomotive ou les locomotives, parce qu'il y a d'autres drivers. Voilà ce qu'on devrait retrouver normalement dans un retail park. C'est ce qui existe beaucoup dans les modèles anglo-saxons. On est au début de l'aventure chez nous. Il n'y en a pas encore tant que ça, parce que pour l'instant, c'est encore le diffus qui domine. Mais il me paraissait intéressant. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire, tiens, il est en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais je pense qu'il faut qu'on positionne vraiment bien nos actifs. Je souhaiterais que vous sortiez d'ici avec l'idée que c'est une vraie classe d'actifs, avec des vrais spécialistes de l'immobilier et des spécialistes du commerce dans ce type d'actifs. Donc, pas un sous-commerce, mais un autre commerce. Alors, justement, les enseignes, ce sont des enseignes qui sont en train de se développer sur un plan national à partir du modèle low cost. Alors, low cost, il y en a certains que ça a pu choquer quand j'ai employé le mot foncière low cost. Ça ne veut pas dire le low cost en anglais, c'est pas low quality. C'est coût réduit ou chaîne économique ou chaîne de coûts bien gérés, mais ça ne veut pas dire petite qualité ou mauvaise qualité. L'exemple type et le plus criant, c'est ce qu'on utilise tous pour nous ou nos enfants, c'est Décathlon. Je ne crois pas que vous puissiez dire que les produits Décathlon sont de mauvaise qualité ou qu'ils sont cheap ou quoi que ce soit, et on en achète tous parce qu'on trouve que c'est plutôt bien fichu. Les vélos Between ont une part de marché monstrueuse, et aller sur les pistes de ski, vous verrez tous les enfants avec des combinaisons Décathlon. Tout le monde en achète et personne n'aurait l'idée de dire c'est cheap, c'est moche. C'est parce que la chaîne a été bien intégrée, parce que l'immobilier est moins cher, parce qu'il n'y a pas de coût de marketing monstrueux, il n'y a pas de marque. Donc l'idée aujourd'hui des retail parks, c'est que des enseignes de ce type-là, qui sont des spécialistes, se développent autour de parcs. Ces gens-là ne vont plus dans le diffus, parce qu'ils ont des politiques d'implantation assez agressives et ils veulent multiplier les points de vente, donc ils ne peuvent pas trouver dans le diffus, ils ne vont que dans des offres organisées où ils sont certains de trouver le flux qui vient de la locomotive, qui vient aussi de la mixité des enseignes. Donc, immobilier spécialisé pour des spécialistes du commerce. Alors, je pense que du point de vue des consommateurs, c'était un petit peu ce que je disais en début, les gens veulent maintenant trouver une offre relativement complémentaire en faisant du one-stop shopping. On est en plein dans l'anglicisme, je suis désolé, j'aime pas toujours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même si les gens cherchent des économies, ils veulent quand même ne pas reprendre leur voiture tous les 2 minutes, pouvoir poser leur paquet assez facilement, etc. Mais ils veulent aussi avoir
une impression de juste prix. Je dis une impression parce que je suis un petit peu prudent, mais il est vrai que les gens qui viennent dans les retail parks cherchent des prix et ne veulent pas avoir l'impression de payer une forme de luxe dont aujourd'hui ils ne se satisfont plus. Il y a un vrai mouvement de consommation. Mais ils veulent aussi une très bonne accessibilité, on en a parlé. C'est pour ça que les retail parks ne peuvent pas se mettre dans la pampa ou en pleine campagne. Il faut qu'ils soient très proches de la périphérie à cause des coûts de déplacement de voiture pour ce type de clientèle est assez important, ou alors sur un potentiel transport en commun. Donc tout ça pour dire que on dit toujours que dans les retail parks, il peut y avoir, ça peut pousser comme des champignons et on peut avoir une offre concurrente qui vienne. Non, parce que l'emplacement du bon retail park, finalement, est assez rare. Il n'y en a pas tant qui puissent répondre à ces critères-là. Donc, il n'y aura pas de... On parle toujours du million de mètres carrés qui est dans le pipe depuis 5 ans. Ben, il n'est pas sorti. Pourquoi ? Parce que les enseignes ne veulent pas y aller. Donc, ça ne pousse pas comme des champignons, les retail parks. Les bons, c'est comme tout, c'est sélectif. Et il y aura une forme de rareté. Alors, pour les enseignes, justement, donc, ce que l'on offre, nous, c'est des loyers de 100 à 180 euros. Vous allez me dire, la fourchette est large, mais parce qu'elle est fonction de la taille des modules, versus 400 euros et plus dans des centres commerciaux. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un autre business model. On a des charges très faibles, 10 à 15 euros. C'est pas qu'on soit des magiciens, c'est qu'en fait, il n'y a pas de partie commune dans un retail park. À part le parking et un peu d'entretien, il n'y a pas de travelator, pas d'escalator, pas d'éclairage, pas de sécurité, pas de clim. Donc les charges sont réduites à leur plus simple expression. C'est très faiblement énergivore parce que chacun consomme ce qu'il veut. Et puis ça a quand même une très forte commercialité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je le disais tout à l'heure, l'immobilier de temps en temps vous paraît être un peu proche de la boîte, mais j'aime pas ce vocable. J'aimerais qu'on l'évite maintenant. On peut l'appliquer au diffus, mais je veux plus qu'on l'applique au retail park. On est à proximité des agglomérations, donc on est tout proche des flux, et c'est ça qui est important. On a une taille critique qui draine une clientèle assez importante. Pour vous donner une idée, on discutait l'autre jour sur une implantation avec Babou. Un Babou, c'est 650 000 visiteurs par an pour 2000 mètres carrés. Donc, vous voyez, ça draine des flux absolument considérables. Et puis, je pense que l'image pour les enseignes, de dire « je ne vous fais pas payer un immobilier très cher et donc vous le retrouvez dans votre panier », je pense que c'est quelque chose de très important. Les collectivités, on en a parlé tout à l'heure. Il y a une très forte volonté de reconquête par les maires et les élus de leurs entrées et sorties de ville. Ce développement anarchique des boîtes leur déplaît, je peux comprendre. Donc il devrait y avoir beaucoup de transferts parce que je pense qu'ils vont vouloir nous demander de rationaliser cette offre un peu anarchique dans des zones justement bien équipées, bien desservies, bien visibles. Et donc les emplacements seront rares et on est, je pense, très très bien placé pour mettre la main sur ces emplacements. Et puis également, chose importante, ces enseignes qui sont les enseignes spécialistes des retail parks ne viennent pas en confrontation directe avec les enseignes de centre-ville, puisque ce ne sont pas les mêmes, ce n'est pas le même business model. Donc pour un maire, il est plus facile et plus rapide d'obtenir une CDAC et des permis de construire pour un retail park que pour une galerie de centre-ville. Il n'a pas les associations de commerçants contre lui. Puis enfin, parce que quand même il faut un petit peu en parler, je pense que c'est un modèle porteur pour l'investisseur. On est quand même sur des rendements assez forts et très résilients, puisqu'on est, on va dire, chez nous, plutôt supérieur à 7 et parfois sur le marché plutôt supérieur à 6, j'y reviendrai. Il y a une très forte résilience des revenus. On a un taux de vacances très faible, Dominique y reviendra, et un taux de rotation très bas. Les gens chez nous restent longtemps. On a un faible niveau de CAPEX. Vous savez que sur un retail park, tous les 30 ans, vous refaites la toiture et tous les 50 ans, vous refaites l'enrobé du parking. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Et si on devait demain remettre une façade dessus, ce sont des coûts extrêmement faibles. Donc, pas tellement d'impact CAPEX sur les cash flows. Et puis, chose qu'on oublie tous un tout petit peu en ce moment en période de crise, un jour, il faudra quand même bien s'adapter au Grenelle de l'environnement. On a l'impression que c'est en train de se repousser un petit peu parce que économiquement, c'est compliqué. Mais passer un retail park à quelque chose de vert, c'est quand même ultra simple puisque ça n'est pas une bombe énergétique comme il est un centre commercial. Donc, c'est quelque chose de très facile. Et puis, comme je le disais, un développement potentiel fort, nourri par le diffus. Encore une fois, ne pensez pas que l'un est en concurrence avec l'autre. Le diffus va nourrir les parcs. Il y aura beaucoup de transferts et il y aura beaucoup d'enseignes nationales qui vont s'installer. Voilà pour la première partie. Je passe la parole à Dominique pour vous donner la fiche d'identité de ce rapprochement.
et je reviens après. Merci, bonsoir. Alors quelques chiffres un peu pour mettre en perspective le rapprochement. Est-ce que c'est le bon bouton? Oui. Donc des grandes masses, 280 000 mètres carrés sur 57 actifs. Si on veut faire une répartition, 190 000 mètres carrés ex-patrimoine et commerce, 90 000 mètres carrés foncière CEPRIC. La valeur totale du patrimoine, Christophe l'a mentionné, 500 millions d'actifs. Si on fait une répartition, là encore, 350 millions patrimoine et commerce, en chiffre arrondi, 150 millions foncière CEPRIC. Je rappelle que dans foncière CEPRIC, pour ceux qui sont familiers des chiffres de foncière CEPRIC, dans le cadre du rapprochement, les actifs suisses, et qui représentent à peu près 70 millions de valeurs d'actifs, vont être cédés, puisque quand Patrimoine et Commerce prendra le contrôle de foncière CEPRIC, elle aura cédé l'ensemble de ces actifs suisses qui ne nous intéressaient pas. Nous sommes avant tout, comme on l'a eu plusieurs reprises lundi, nous l'avons indiqué, nous sommes avant tout des acteurs qui voulons agir sur le territoire français métropolitain. En ce qui concerne le rendement du portefeuille, là aussi, on voit bien la complémentarité des deux foncières, puisqu'on arrive à un taux de capitalisation moyen des actifs de 7,50, ce qui nous paraît être un taux tout à fait honorable. En ce qui concerne la LTV, on a une LTV de 43%, déduction faite des actifs qui vont être cédés. Là encore, si on veut ventiler, 44% de LTV chez Patrimoine et Commerce, comme on l'avait dit au mois d'avril, une LTV que nous situons entre 40 et 50%. Et puis, chez Foncière CEPRIC, retraité de la sortie des actifs suisses, une LTV de 35%. Ensuite, la capitalisation boursière. Alors, on espère qu'on va faire des efforts, mais d'ores et déjà, nous sommes à 150 millions. J'espère que vous nous ferez confiance et on pourra comme ça majorer cette capitalisation boursière qui serait partie à 90 millions pour Patrimoine et Commerce et 60 pour Foncière CEPRIC. Alors, dans le détail, le patrimoine des deux foncières, si on veut un peu là aussi le globaliser, des actifs de commerce pour l'essentiel, 44 actifs commerciaux, plus 5 actifs en construction, 5 actifs en construction, 5 actifs de patrimoine et commerce, des sites à Istres, Antibes, Cherbourg, Sainte-Eulalie et Malmort, des sites qu'on a eu l'occasion de présenter dans de précédentes présentations. Et puis, vous le voyez, encore résiduellement 8 actifs de bureaux et d'activités. Ces actifs, bien évidemment, ont vocation à être arbitrés, comme on l'avait déjà indiqué. Alors cet arbitrage, il va se faire progressivement. On l'anticipe sur les 2 à 3 années qui viennent. Il n'y a pas d'urgence pour aucune des deux foncières, a fortiori pas pour la foncière, je dirais, regroupée, d'arbitrer dans l'urgence ces actifs. Donc un souhait de les arbitrer aux meilleures conditions possibles, et tout en sachant que ça ne représente que 10%, moins de 10% d'ailleurs, du patrimoine. Autre complémentarité que Christophe avait d'ores et déjà mentionné, la répartition sur le territoire national. On avait et on a toujours chez Patrimoine et Commerce un souci de la gestion du risque. Nous avions mis en avant le fait que nous souhaitions une dispersion géographique, mais nous étions effectivement très absents de la partie est du territoire métropolitain. La complémentarité de ces prix, vous le voyez, puisque le patrimoine de Patrimoine et Commerce est en rouge et les points bleus sont ceux de Foncière CEPRIC, vous voyez que grâce à ce rapprochement, on a un maillage complet sur l'ensemble du territoire. Ce qui est, là aussi, ça vient concourir et renforcer notre division des risques. En ce qui concerne l'âge des actifs, un point là encore très important, on reste toujours dans un des critères déterminants de Patrimoine et Commerce, c'est la jeunesse des actifs. 70% du portefeuille a moins de 10 ans, ce qui veut dire très clairement que 70% du portefeuille est couvert par une garantie décennale, donc ça veut dire absence de charges. Et puis, au-delà de ça, 30% à plus de 10 ans. Mais comme l'indiquait Christophe, les retail parks ont l'avantage d'avoir des coûts de maintenance qui sont particulièrement faibles comparés à d'autres classes d'actifs commerciaux. En ce qui concerne la répartition tout à la fois du mixte commercial et des enseignes. Sur le mixte commercial, vous le voyez, 42% d'équipements de la personne. On trouve des groupes comme Chausland, le groupe Vivarte, Kiabi, CA, Camailleux et d'autres grandes enseignes bien connues. En ce qui concerne l'équipement de la maison,
qui est la deuxième grande typologie des enseignes Conforama, Darty, Maison du Monde, et puis ensuite de la culture loisir, donc avec des enseignes comme King Jouet, La Grande Récré, et enfin un peu d'alimentaire, et puis les 6%, les autres classes des enseignes regroupent les services, les pharmacies, les opticiens, ce type d'enseignes. Là encore, donc, toujours la même approche du risque, une dispersion dans le mixte commercial. Et puis, dans les enseignes, vous avez le top 10 de nos enseignes. Ce qui est important de souligner, c'est que le plus important des locataires de l'ensemble regroupé ne pesera que 8% de l'ensemble des loyers. Donc là encore, toujours la même logique de division des risques et de stabilité de nos revenus. Alors, justement, sur les revenus stables, notre taux d'occupation, globalement, que ça soit cumulé entre foncière CEPRIC et patrimoine et commerce, on est à 98%. C'est un taux que nous maintenons depuis maintenant plus de 4 ans. Donc c'est bien, je dirais, la marque de fabrique de notre typologie d'actifs et de la stabilité de nos locataires. Un taux d'impayé quasiment inexistant puisqu'il est inférieur à 1%. Et puis maintenant, une indexation de nos baux qui sont maintenant mixés. À une époque, patrimoine et commerce était essentiellement centré sur l'ICC. Le développement du portefeuille a fait que maintenant nous arrivons à un mixte et notre approche dans ce domaine-là, puisqu'on a un certain nombre d'enseignes qui régulièrement peuvent demander à changer d'indice, c'est toujours une approche mathématique. On traite ces opérations au cas par cas. Le prix moyen au mètre carré de l'ensemble du parc s'établit à 130 €. Il faut le mettre en perspective en ayant en tête la dispersion géographique, puisque ça intègre, c'est toutes les zones confondues. Donc on intègre tout à la fois des zones à forte densité et de grandes métropoles où les prix sont plus élevés, et les zones de campagne, ce qui veut dire qu'on a certains de nos sites qui sont à 100 € et peut-être un peu moins également. Le turnover de nos locataires, vous le voyez, 6%, c'est totalement faible sur une typologie d'actifs qu'on a l'habitude de voir. Sur les échéances de baux, ça aussi c'est important. Vous voyez que dans le diagramme qui vous est présenté, il n'y a pas d'échéance majeure. Je rappelle qu'on est sur des baux commerciaux, donc le bail commercial n'est pas aussi sensible au renouvellement que peut l'être un bail de bureau, mais on peut constater que la plus forte échéance que nous ayons est l'échéance 2019, et elle est inférieure à 20% de nos revenus locatifs. Donc on voit donc une gestion très tranquille de nos renouvellements, et autrement dit, la typologie de la foncière fait qu'elle n'a pas de risque majeur attaché au renouvellement de ces baux. Maintenant, on va parler un peu de dette, puisque c'est aussi un point à évoquer dans les foncières, que Patrimoine et Commerce, dans son génome, avait le parti pris de structurer ses dettes systématiquement de façon amortissable. Il se trouve que Foncière CEPRIC avait adopté la même politique. Donc on est en face d'une structure cumulée qui n'a pas de mur de la dette, mais par contre qui part d'un principe que qui paie ses dettes s'enrichit. Donc nous avons un amortissement continu de notre dette. Un point aussi qui est, je dirais, relativement atypique, c'est que nous n'avons pas de covenants au niveau groupe. L'ensemble des financements dont nous bénéficions sont des financements pour ce que sont des crédits baux et des emprunts, des financements qui sont structurés actif par actif. Et en ce qui concerne, puisque nous avons une part d'emprunt obligataire, notre emprunt obligataire qui est souscrit par Patrimoine et Commerce n'a pas non plus de covenants qui peuvent réduire ses capacités de fonctionnement. Les schémas et les indications chiffrées qui vous sont données intègrent également les emprunts liés aux actifs qui sont en cours de construction. L'ANR, ces données qui vous sont présentées sont des données pro forma, puisqu'elles prennent pour principe de reprendre les situations au 30 juin publiées par les deux foncières, les comptes annuels pour Foncière CEPRIC, puisqu'elle clôture ses comptes au 30 juin, et la situation trimestrielle en ce qui concerne Patrimoine et Commerce, puisque Patrimoine et Commerce a désormais un exercice social aligné sur l'année civile.
Je dirais le seul commentaire que je ferai, c'est qu'on constate que les capitaux propres sont égaux à l'ANR triple net. En ce qui concerne la gouvernance, je le rappellerai, une des particularités sans doute de Patrimoine et Commerce, c'est d'avoir eu depuis sa création un conseil de surveillance composé essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, de membres indépendants. Dans le cadre du rapprochement avec Foncière Sépric, 3 membres ex-Foncière Sépric viendront rejoindre le conseil de surveillance et les organes de gouvernance, un comité d'investissement qui examine systématiquement toutes les opérations de développement ou de vente du portefeuille, composé de 6 membres indépendants et qui est présidé par Jean-Claude Bossez, un comité d'audit, bien évidemment, 3 membres, dont 2 indépendants, et puis un comité de rémunération, 4 membres indépendants, présidé par Humbert de Fresnoy, qui est le président de Suravenir, filiale d'Arkea, qui est dans le capital. Alors, maintenant, la structure du capital qui va résulter de l'apport des titres Foncière Sépric à Patrimoine et Commerce. On vous présente un diagramme qui reprend 100% du capital. Vous le constatez, le groupe Duval verra sa participation réduite à 30%. Les actionnaires principaux de Foncière Sépric, les familles Verjoli et Robe, détiendront 26%. Nos 2 actionnaires institutionnels qui nous accompagnent dans la durée, Suravenir et Banque Populaire Val-de-France, respectivement 11 et 5%. Et puis surtout, un élargissement de notre flottant, puisqu'on aura maintenant 28% de flottant. Alors, ce qu'il faut souligner, dans cette opération, c'est qu'on aura réussi à doubler le capital, le patrimoine de la foncière par une opération quasiment non dilutive. Puisque si on prend la modification de l'ANR, on aura une dilution de 5% pour les actionnaires existants chez Patrimoine et Commerce par rapport à l'ANR 30 juin de Patrimoine et Commerce. En ce qui concerne le calendrier des opérations, très rapidement, une assemblée générale de Patrimoine et Commerce fixée pour le 21 décembre. Cette assemblée générale sera appelée à approuver les apports qui vont être consentis par les familles Robe et Verjoli, qui vont représenter 63% du capital de Foncière Sépric, et en conséquence à émettre les nouvelles actions Patrimoine et Commerce qui vont rémunérer ces apports. Vous avez vu le communiqué sur les conditions de cette opération. Et puis, cette première opération d'apport qui donnera le contrôle de Foncière Sépric à Patrimoine et Commerce sera suivie par une OPE portant sur le solde du capital de Foncière Sépric qui va se dérouler. On anticipe un calendrier courant février, courant mars, tout allant bien, et le temps nécessaire pour obtenir les autorisations requises de l'AMF. Bien évidemment, quel que soit le résultat de cette OPE, notre intention est de maintenir Foncière Sépric comme une entité cotée. Christophe ? Comme vous le voyez, on anticipe que cette opération va aller au bout, donc on va quand même vous parler de la suite, puisque une fois passé le 28 décembre, OPE ou pas OPE, d'ailleurs, on détiendra une très forte majorité, donc on peut penser qu'il y aura une suite à cette opération. Et donc, on va vous expliquer qu'une fois qu'on a fait la moitié du chemin, puisqu'on est à 500 millions, comme le disait Dominique, sans dilution, c'est resté coincé là où... Je rappuie ? Ok. Non, c'est pas ce que j'ai... Voilà. On vous a fait ça en 3 phases. Ce qu'on va faire à court terme. Alors à court terme, on va se retrouver avec notre bureau parisien. Pour ceux qui ne le savaient pas, on a également un bureau à Rennes qui gère nos actifs en termes de facility et de property management. Et on va conserver le bureau de Sépric à Lyon. Vous avez vu tout à l'heure la dispersion des actifs. Et on pense que c'est une tout à fait bonne chose puisque la proximité de gestion dans le commerce comme ça est quelque chose de très important. Il faut être proche de ses locataires, il faut être proche de ses actifs. Ça permet d'anticiper et ça permet donc d'avoir... un rendement qui ne s'érode jamais parce que c'est quand même le commerce, c'est une matière vivante. J'ai appris ça quand j'ai commencé à en faire. C'est pas des baux de bureau où on envoie une facture tous les trimestres.
C'est vraiment une matière vivante, il faut être très proche. Et donc, on aura également une meilleure implantation territoriale pour le sourcing du développement, le sourcing des actifs, et puis une proximité avec les collectivités territoriales ou les collectivités locales pour les développements et la captation des meilleurs sites. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Disons qu'on va devenir les régionaux de l'étape dans la vallée du Rhône et sur le Grand Ouest, donc ça me paraît très important. On a vraiment à cœur de conserver ce bureau de Lyon. Alors, nos objectifs à court terme sur le portefeuille existant, c'est dans chaque retail park, on va essayer de consolider nos positions. Ça veut dire aussi que de temps en temps, on pourra en sortir. Si on estime on a quelques boîtes à l'unité ou je devrais plus dire le mot boîte, on a quelques modules à l'unité dans certains retail parks. Soit on va grossir, soit on va sortir. Mais nous voulons peser sur la gestion des retail parks. On veut optimiser les coûts de gestion. On veut peser sur la gestion, je l'ai dit, c'est plutôt avoir la possibilité de les tirer vers le haut et donc devenir majoritaire. Et sinon, on sortira. Et puis, mieux maîtriser les charges parce que toutes nos enseignes, et je pense que je ne vais pas vous apprendre quelque chose d'important, c'est maintenant le coût immobilier, c'est loyer plus charges plus taxes. Hein. Donc, la gestion des charges est devenue quelque chose de très important. Donc, soit on arrive à avoir une vraie gestion de nos parcs, soit les cellules à l'unité, on les recédera, on en sortira. Ensuite, parfois, vous nous verrez acheter des cellules à l'unité, ce qui vient de contredire ce que je dis, mais c'est parce qu'on voudra prendre une position stratégique dans un retail park qui nous paraît intéressant, parce qu'on ne va pas faire que du développement, j'y reviendrai. On va également essayer de monter dans les zones à fort potentiel et à forte commercialité. Donc, il pourra nous arriver d'acheter et de construire des positions dans des parcs avec une vision à moyen terme. Et puis, il y a du travail à faire sur les parcs existants. Donc, on pense qu'il faut améliorer la densité. Il faut peut-être refaire de temps en temps des parcs parce que, en fait, on dit que les retail parks, c'est quelque chose de nouveau en France, mais il s'en fait depuis les années 80. Donc, certains ont déjà besoin de se remettre à jour. Il faut retravailler les plans merch avec des enseignes. Au départ, ça avait été fait avec beaucoup d'indépendants et beaucoup de locaux. Maintenant, il y a, comme je le disais tout à l'heure, des vrais spécialistes, des vraies enseignes nationales qui ont des plans de développement très importants. Il faut renégocier avec les villes pour augmenter les infrastructures de desserte, parce que très souvent, ça s'est fait au fil de l'eau et les infrastructures n'ont pas suivi. Et puis, travailler sur les potentiels d'image et d'attractivité. Puis, un dernier point qui manque, c'est qu'il faut qu'on vende les actifs non-commerce. On a oublié de le mettre, ça, mais c'est quand même vachement important. On a quelques millions d'euros, 34 ou 38, je ne sais plus, millions d'euros qui ne sont pas commerce. Donc vous voyez que ça devient non significatif, mais quand même, à notre taille, il faut qu'on sorte de ce qui n'est pas pur commerce pour réallouer en commerce. Alors, à moyen terme, on va développer notre portefeuille. Alors, il y a deux canaux, très clairement. Le premier point, c'est le développement. Je pense que c'est un bon moyen de mettre la main sur des actifs neufs, verts et en captant une partie de la marge. Alors, capter une partie de la marge, on a trouvé dans Foncière Cepric un outil de développement existant qui s'appelle le groupe Cepric SAS, qui est un promoteur intégré. Donc, nous allons continuer à faire vivre cet outil et nous allons continuer à développer avec les équipes. Donc, ça nous permettra de capter très en amont une marge de développement qui viendra s'ajouter au rendement des actifs. Nous avons, comme vous le savez, un cousin qui est dans le groupe Duval qui s'appelle CFA, qui est également une de nos sources de développement. Là, on ne capte pas la marge. On en prend une petite partie parce qu'on se positionne assez en amont, mais on n'a quand même pas 100% de la marge de développeur. Mais ça nous permet de mettre la main sur un pipe assez important. Et puis le deuxième axe, c'est l'acquisition d'existants. Donc le maillage dont nous bénéficierons grâce à nos implantations va nous faciliter la vie en termes de sourcing de produits, donc à travers les 3 pôles de gestion. Les implantations du groupe Duval, parce que la galaxie d'Éric Duval est quand même très importante autour de nous et on en bénéficie d'une manière très importante. Et puis les réseaux de Cepric, et puis j'allais dire les fonds de commerce des managers que sont Éric Duval, mais aussi Philippe Vergely, Bruno Robe, Bernard Robe, je ne m'y fais pas, qui sont les 2 associés fondateurs de Cepric, et puis Dominique et moi. Donc on a quand même tous pas mal de fonds de commerce et je pense qu'on est capable de sourcer des deals très intéressants. Et il faut dire également une chose, Cepric et nous n'étions pas du tout sur les mêmes deals. On n'a jamais été concurrents. Ils ont leur fonds de commerce, nous avons le nôtre. Donc on ne va pas se marcher sur les pieds. Ils ont accès à un autre réseau que le nôtre, donc c'est quelque chose de très important. Alors à moyen terme, pour croître donc vers ce fameux milliard,
Vous allez me demander comment on fait. En termes d'immobilier, c'est assez facile. Nous modélisons, nous étudions, nous analysons à peu près 1 milliard d'actifs par an qui nous passent entre les mains. Et on n'en achète finalement pas tant que ça. Donc vous voyez qu'en termes de matière immobilière, c'est assez facile. Nous avons un pipe maîtrisé aujourd'hui de 185 millions d'actifs. Il y en avait 75 dans ces prix et le reste est chez nous. Ce qui est un pipe de développement, j'y reviendrai. Et on vous a mis l'échéancier des livraisons. Donc vous voyez que c'est quelque chose de bien étalé. Donc on n'est pas dans une seringue de développement qui pourrait vous alerter sur nos capacités de financement. Vous voyez que c'est étalé sur 3 ans. Donc il y a des cash flows futurs à venir qui sont aujourd'hui sécurisés. On viendra en plus de ça acheter de l'existant. Mais on a là un business model qui tient vraiment bien. Vous allez me dire qu'on parle beaucoup de développement, c'est parce que cette année, on a trouvé qu'acheter de l'existant était trop cher. On est en concurrence avec des gens qui n'ont pas le même business model que nous, que ce sont souvent les SCPI et les OPCI qui ont levé beaucoup d'argent et qui raisonnent un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'ils partent de la distribution qu'ils doivent faire à leur client final, ils ajoutent leurs fees, comme ça fait à peu près 5%, tout ce qui est au-dessus de 6, c'est bon. Du coup, il faut le reconnaître, cette année, quand on a été sur des deals, on a souvent été 2e, 3e, 4e. Alors on s'est un peu posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on s'est pu pricer un actif? Non, je crois que c'est une vague qui devrait se calmer un petit peu quand ils vont se rendre compte de la difficulté de gestion des actifs en province, notamment des retail parks. C'est un vrai métier, il faut avoir un operating partner qui sache le faire. Donc on va laisser passer la vague, on n'a pas voulu surpayer les actifs. On se tourne plutôt vers nos canaux de développement pour assurer un développement futur de nos cash flows, mais on ne voulait pas surpayer des actifs parce qu'on pense que c'est conjoncturel. Ça reviendra. Hein. Et puis, nous pensons aussi que quand on fait du développement, ça nous permet d'avoir des actifs d'une taille critique un peu supérieure, donc plus facile à gérer, un meilleur poids sur les enseignes, parce qu'on captera des parcs en totalité. Donc, on reviendra sur le marché des actifs existants. Mais on ne veut pas surpayer, on ne veut pas pervertir notre modèle. Et puis à long terme, on a fait... ça le fait tout seul ou j'appuie une deuxième fois? Ah, ça y est. Un cycle de vie, grosso modo, parce qu'à un moment, on va arriver à la taille suffisante pour se permettre de faire de la rotation d'actifs. Aujourd'hui, on est vraiment en pleine croissance, donc on ne vend pas beaucoup, si ce n'est les actifs non-commerce. Mais normalement, le cycle de vie d'un actif en développement, c'est ça. En captant la marge de promotion, on doit arriver à un rendement, je vais encore faire un anglicisme, mais c'est un yield on cost de 8 à 9%. Quand on le met en exploitation, il doit être valorisé par nos experts entre 7 et 8. Et on sait qu'il y a de l'appétit. Une fois qu'il est lancé, qu'il est stabilisé et qu'il est pérennisé, il y a de l'appétit pour un taux de 6 à 7. Ce d'autant plus qu'avec tous nos efforts, cette classe d'actifs va devenir une vraie classe d'actifs institutionnelle. Donc des institutionnels les achèteront. Et ils les achèteront à un prix supérieur. Et donc dans une zone de prix de 6 à 7. Ça se voit déjà un petit peu aujourd'hui, mais je pense que plus on aura structuré ce modèle-là, plus ce taux final devrait baisser. Donc une vraie création de valeur à terme. On ne le fait pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas la taille, mais c'est vraiment le business model que nous devrions développer. Donc en résumé, on a déjà fait la moitié du chemin, comme le disait Dominique, on a très peu dilué, on en est quand même assez fiers parce que c'était un vrai challenge. On est devenus les leaders du retail park, il faut le souligner. Je crois que le numéro 2 ne va pas faire la moitié de notre patrimoine, donc on est les leaders. On a réussi ça en restant pur. On s'est marié avec quelqu'un qui ne fait que du commerce, donc il n'y a pas de risque d'exécution à terme de devoir recéder une partie du portefeuille pour ne garder que celle qui nous plaît. Donc on confirme nos objectifs. On confirme notre objectif d'1 milliard à 2016. On n'est pas si mal, à 500 millions fin 2012, donc ça nous donne un peu de mou pour y arriver. Alors vous allez me dire, la course à la taille, oui, c'est vrai. La taille, c'est quand même la visibilité, c'est la liquidité, c'est le cours. On a un problème de taille. On sait qu'en immobilier, en dessous d'1 milliard d'actifs, c'est compliqué. Je suis bien placé pour le savoir. On ne veut pas pervertir notre modèle, donc on va continuer à rester au-dessus de 7%. Alors, on est à 7,5 ou 7,6 aujourd'hui. Oui, de temps en temps, quand on verra un très bel actif, on se permettra peut-être de passer un petit peu en dessous de ce taux-là. Et donc, on s'est dit, on va dire, supérieur à 7. Donnons-nous un petit peu de flexibilité, mais j'estime pas que ce soit un gros changement. Un ratio de LTV inférieur à 50. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est la mode d'être à 40% de LTV dans les grandes foncières.
Compte tenu de notre spécificité de structure de dette, qui est une dette amortissable, donc pas de mur de la dette, et vraiment un étalement linéaire de notre dette, et compte tenu des rendements de nos actifs à 7%, je pense qu'être entre 45 et peut-être 50, mais il faut un petit coussin quand même d'amortisseur au cas où les valeurs baisseraient, n'est pas déraisonnable pour ce type de foncière. Donc je pense qu'on peut se permettre d'être en dessous de 50, disons les choses comme ça. Donc en conclusion, si je voulais résumer tout ça, et l'image que je voudrais que vous gardiez, c'est qu'on est dans un business model qui se professionnalise beaucoup, tant du point de vue de l'immobilier que des enseignes. Il manque juste les investisseurs encore, mais ça, on y travaille. On a posé les bases, là, je crois, d'un modèle très simple. Vous l'avez vu, c'est de la gestion de bon père de famille, et ça, on y tient. C'est très sain aussi, parce que pas de mur de la dette, pas de covenant, pas de rotation des actifs à outrance. Donc quelque chose d'assez... Alors là, vous avez raté le meilleur, vous arrivez trop tard. Mais je vous la referai, si vous voulez. Et je pense qu'on est capable d'assumer le deuxième pas de la croissance sur cette base-là, un socle d'actifs de 500 millions bien fichu. Donc, en résumé... j'allais dire, on a tout d'une grande, on n'est pas encore grand, mais on a posé les bases d'une grande en termes de gouvernance, en termes de produits, en termes de process. On a lourdement investi dans l'informatique, on s'est doté des outils d'une grande. Il ne reste plus qu'à devenir. Merci. Et puis donc, Dominique et moi sommes prêts pour toutes les questions que vous poseriez avant d'aller boire un verre, parce qu'il fait chaud. Ouais, c'est post. D'accord. La 6, c'est 70 millions. C'est 500 post-cession des actifs. Ouais. Vrai de vrai, ça fait 486, je crois. Donc on a dit presque 500, vous ne nous en voudrez pas. Ce d'autant plus que, comme je le disais, il y a un pipe à venir assez rapide qui nous fera passer largement au-dessus. Donc on a arrondi à 500, mais ça fait 486 en vrai. Hors Suisse. Quand vous faites de la croissance, de temps en temps, vous achetez des choses qui ne sont pas complètement dans la cible, ou quand vous avez eu des apports d'actifs, vous avez un peu pris tout ce qu'on vous a donné. Donc, sans être méchant, il y a un petit peu de nettoyage à faire de temps en temps dans nos sites. On a acheté des morceaux de Retail Park de temps en temps parce qu'ils étaient à des taux très flatteurs. Mais je pense qu'à terme, il faut quand même qu'on nettoie un tout petit peu. Par ailleurs, quand il y aura des zones, comme je disais, à très forte commercialité, où nous ne sommes pas, ou par exemple, l'exemple type, avec Foncière Sépric, on va arriver avec une position très forte sur Valence. Bon, maintenant, toutes les zones de Valence nous intéressent, de manière à ce que notre gestion de proximité soit très efficace et à ce qu'on ait une position très très forte sur la ville de Valence. Donc voilà, on n'y était pas du tout et on va se renforcer là-dessus, que ce soit Valence Sud ou Valence Nord d'ailleurs. On est en train de regarder d'autres acquisitions sur Valence qui peuvent paraître comme ça un petit peu isolées, mais qui font sens au regard du marché global de Valence. Ça c'est une idée. Sinon, on a effectivement quelques actifs qui sont destinés à terme à être cédés parce qu'ils sont plus représentatifs d'une foncière qui constitue un portefeuille avec des tailles unitaires raisonnables. Oh, ben je ne saurais pas vous dire. Puis je ne vous le dirai pas. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner de sites comme ça, mais il y a des endroits... Enfin, ce n'est pas des endroits. C'est quand on est trop petit, soit on achètera, soit on sortira. Ça ne fait pas de sens de rester de temps en temps sur... Je l'ai encore dit. Non, Dominique est un puriste, il dit que faire du sens, c'est un anglicisme, que ce n'est pas français. Il y a des endroits où, oui, on n'a pas vocation à rester. Il y a un exemple qu'on peut donner. Oui, l'exemple qu'on peut donner, on a investi sur une unité dans un retail park à Château-Thierry, dans une perspective d'élargir notre investissement sur ce site. Si d'aventure on n'arrivait pas à élargir dans un délai raisonnable notre implantation, ça pourrait faire partie des actifs à arbitrer pour aller se repositionner sur un site où on pourrait se réétendre de façon plus importante. Mais comme on a bien acheté, il n'y a pas de problème de revente. Très très peu de Retail Park en totalité. En totalité, oui. Très peu. Deux raisons à cela, c'est qu'en général, Sépric a fait son activité de développeur et ils ont cédé une partie des premières tranches qui leur a permis de financer la deuxième, parce qu'en fait, ils étaient en croissance permanente. Et nous, on a Poitiers qu'on a en totalité, mais je crois que c'est à peu près le seul. C'est assez rare qu'on ait des parcs dans la totalité. Et vous allez donc développer cette activité-là au travers de
votre filiale promotion et l'idée, c'est que de petit ces à prix de petit, promotion. effectivement, on garde la totalité de nos parcs. Vous construisiez vous-même Alors, c'est pas toujours possible pour une raison aussi, c'est que certaines chaînes de commerce veulent être propriétaires de leurs murs. Et quand c'est une chaîne dont vous avez envie, vous leur faites soit un bail à construction, soit vous leur vendez les murs parce qu'ils font partie du mix nécessaire. Donc, il y a très souvent des copropriétés. Mais on n'est pas dans des millefeuilles de copropriétés de centres commerciaux où la gestion devient impossible. Hein. C'est du volume, c'est à plat, c'est assez simplifié quand même. Donc, c'est pas un vrai problème. Par contre, il faut quand même qu'on ait moins de boîtes à l'unité, clairement. Oui, mais je réfléchis à un temps de jour. Il y en a quand même plein où on a déjà des chaînes de restauration qui nous demandent d'être propriétaires de leurs murs. Donc, ça sera assez rare qu'on ait la totalité, en fait. On aura la majorité du site. C'est quand même l'approche. Mais on va donner un exemple. On développe un retail qui sera mis en exploitation en 2013 à Brive-Malmort. On a la totalité du site, sauf le Roi Merlin, parce que le Roi Merlin, il n'y a pas eu de négociation possible. Sinon, oui, on a un bail à construction, mais ça s'est arrêté là. Donc, vous êtes obligé de composer quand même avec les enseignes. Je vais vous donner un autre exemple où sur un site. Ce que tu dis, souvent, on n'aura peut-être pas la locomotive, mais on aura les moyennes et les petites surfaces. Non, mais la locomotive, c'est pas forcément. Voilà, mais dans un bâtiment, on ne va pas créer des morceaux. Le bâtiment ne sera pas mité. Non, mais clairement, un retail park, c'est un petit centre commercial à ciel ouvert, très clairement. Et il y a des boîtes, il y a des unités, de quelques centaines de mètres carrés. C'est rarement des très grosses locomotives. Donc c'est comme ça que vous le concevez, on est d'accord. Ouais, vous n'aurez pas forcément, effectivement, les murs d'hyper, très clairement, ils sont propriétaires. On n'en a pas du tout. Les grosses locomotives, elles sont propriétaires, mais sinon, le reste, effectivement. De temps en temps, Decathlon dit moi, je vais être propriétaire, sinon, je ne viens pas. Decathlon, c'est magique sur un parc, donc vous leur dites oui, c'est pas grave. Ils ont leur bâtiment indépendant en général. Donc, du moment qu'ils ne viennent pas miter, comme dit Dominique, votre bâtiment. Et sinon, vous serez au sourcing de l'opération, vous allez sourcer jusqu'au terrain et construire, d'accord. Très clairement, le pipeline dont je parlais tout à l'heure de 185 millions, on a des conditions de pré-commercialisation, on a des conditions d'autorisation, bien sûr, et on a des conditions de financement chez nous, au cas où un jour on soit coincé. On n'est pas dans une seringue où on est obligé de faire. C'est à notre main. D'accord. Vous avez des conditions de commercialisation avant de lancer, bien sûr. Entre 70 et 85% selon les sites, et une garantie locative sur le vacant. Donc on est assez sécurisé. C'est pas moins de 30 000 habitants. Et avec le site qui verrouille la zone. On peut très bien... on peut aller dans des endroits qui peuvent paraître un peu anachroniques. De temps en temps, d'avoir la concurrence qui est seulement à 40 km, ou la première ville qui est seulement à 40 km, c'est plutôt pas mal. Parce que la concurrence, justement, est éloignée. Et vous avez un site dont la zone de chalandise est captive. Donc ça peut paraître un petit peu anachronique, mais vous êtes sur une ville moyenne... Et à 40 ou 50 km d'une grande ville, c'est bien. C'est mieux que d'être trop proche de la grande ville, où la concurrence est plus forte. Donc de temps en temps, vous verrez des adresses qui vous paraissent pas complètement évidentes comme ça, mais on a bien verrouillé le site. Parce qu'on s'est dit que un jour ou l'autre, l'État va vouloir mettre un numerus clausus sur les SIC, parce qu'il y en a trop et qu'une consolidation est nécessaire, que donc c'est un véhicule qui peut... à l'avenir être utile à conserver parce que recoter c'est compliqué. Si un jour on n'en voit pas l'usage, effectivement on délistera, mais aujourd'hui on va la garder un petit peu. C'est pas le coût et les contraintes d'une foncière totalement contrôlée. Moi je me souviens de la gestion de Gessimed chez Gessina, c'était quand même ultra simplifié quand on est chez soi, donc ça coûte pas très cher, c'est pas compliqué et un jour ça peut être utile. Voilà l'idée. Si ça ne l'est pas, on délistera, hein, ça c'est pas très compliqué. Pour être précis, parce que je sais que CEPRIC mettait dans cette liste un site dont une autre foncière le mettait aussi dans sa liste. Donc il y a un moment où... Vous pensez à Wittenheim ? Par exemple, oui. Mais ils ont signé le terrain, donc l'autre foncière doit le retirer de sa liste, puisque la promesse sur le terrain a été signée. Oui, sauf que ce que dit par exemple l'autre foncière, c'est que ce terrain est enclavé dans le leur et donc que ça va être difficile à développer. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait justement, vrai. Je suis là pour poser la question. Il y a une foncière qui pense qu'il y a une servitude de passage pour accéder à ce terrain. Or, leur passage est exactement à l'opposé du flux des arrivants par l'autoroute. Donc, je pense que nous ne passerons pas par là. Voilà, c'est tout. On va se mettre du côté du flux et éviter de leur payer une servitude. Donc, s'ils pensent à ça, ils vont être très, très déçus. On va tourner exactement le parc à l'opposé du leur et se tourner vers le rond-point magique.
Donc ils ne nous verront pas. Ils nous verront le dos, ils verront l'aire de livraison, ce qui est un peu bête. D'accord, merci. On ne se fera pas racketter par les voisins. Ça, je peux vous dire que c'est pas comme ça que ça va se passer. Bon, on peut revenir à la question du découpage. Alors, les terrains sont maîtrisés et les autorisations sont soit déposées, soit obtenues. Mais certaines ne sont pas obtenues, clairement. Quand on vous dit une livraison 2015-2016, c'est parce qu'on attend encore les autorisations. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une CDAC d'un retail park, c'est quand même pas un centre commercial. On ne met pas 15 ans comme au millénaire. Hein. C'est quand même quelque chose, c'est l'affaire d'une année. Donc on est relativement serein sur, je dirais, 80% de ce pipe. Et puis si on a des déceptions, il y en a d'autres qui viendront parce qu'on est en train de regarder pas mal d'autres choses. Mais il n'est pas 100% sûr, c'est vrai. Il n'est pas entièrement autorisé. Et puis, comme je le disais, on a aussi des conditions de commercialisation. Et donc, quand on est très en amont, on a des lettres d'intérêt ou des choses comme ça, mais on n'est pas encore sécurisé sur le niveau de commercialisation pour les livraisons 2016. Donc, voilà. Je pense que nous, on est assez prudents. Je pense quand même que louer des emplacements neufs aujourd'hui dans des sites à créer, c'est un peu plus compliqué et qu'il faut être raisonnable sur les attentes de loyer. Donc on a été assez prudent. Oui, non, mais ce qu'il faut un peu se souvenir, effectivement, je suis d'accord avec vous, hein, les 4,70, c'est aujourd'hui un peu élevé. On n'aurait peut-être pas eu la même discussion il y a 2 ans. Mais effectivement, alors c'est pas simplement le rapprochement, c'est un travail, ça fait aussi partie du travail continu de l'ensemble de l'équipe Patrimoine et Commerce. On est en train de travailler sur notre tête. Et effectivement, on va mettre à profit la détente de taux qu'on a actuellement et qui maintenant est beaucoup plus durable. On n'avait pas du tout le même profil et la même anticipation il y a quelques mois. Je vais simplement faire une référence à l'époque où on a levé notre emprunt obligataire. On a opté sur un tirage à 4,35 qui, à l'époque, et c'était en septembre 2011, était un taux tout à fait intéressant par rapport à l'évolution anticipée des taux. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, le travail ne sera pas sur l'emprunt obligataire, mais sur un certain nombre d'autres crédits. On est en train de les retravailler pour effectivement réduire le coût de la dette, et c'est d'autant plus facile, entre guillemets, de le faire chez Patrimoine et Commerce, parce que nous avons un découpage de nos crédits par actif. Donc on est en train de parler unitairement de petits montants, donc une capacité, on le renégocie en bloc, puisqu'effectivement on a je dirais un panel de banques, mais il est plus facile, et on est en train de le faire, de retravailler et d'obtenir de nos banques un reconditionnement de la dette à un taux plus satisfaisant. Il y a aussi le fait également, c'est qu'on est chez Patrimoine et Commerce, et qui dit gestion patrimoniale dit gestion sécurisée, et on a délibérément effectivement opté pour du taux fixe pour avoir un coût maîtrisé de la dette dans un environnement, je le rappelle, il y a 2 ans où je dirais l'ensemble des analystes s'accordaient quand même sur une envolée des taux. On paye un petit peu la sécurité quand même. C'est vrai qu'on n'a pas une gestion très agressive de la dette, mais c'est une politique. Vous pouvez donner éventuellement un avant-goût des marges dans lesquelles, enfin, du coût de la dette vers lequel vous allez évoluer, ou c'est un peu trop tôt? Alors, je ne vais pas vous donner d'avant-goût. Par contre, je vais vous donner rendez-vous à la présentation de nos comptes à la fin je pense, au début du deuxième trimestre 2013. Ça sera plus simple. Non, c'est trop tôt là. On est en pleine discussion, ça prend du temps et faut le dire, c'est pas simple. Question. Il n'y a aucune modification. Non, les situations SIC, les 2 sociétés sont SIC. Oui, mais alors je vous précise ma question. Est-ce qu'on pourrait considérer, à tort ou à raison, que l'ensemble des actionnaires de contrôle soit maintenant supérieur à la norme? Non, personne n'agit de concert. Non. C'est la question est sur le concert. Vous aurez relevé que chez Foncière Sépric, les 2 actionnaires fondateurs détenaient ensemble plus de 60%, puisqu'ils nous apportent 63%. Ils n'étaient pas de concert. Ils ne sont pas plus de concert à leur entrée dans Patrimoine et Commerce. Et en ce qui concerne le groupe Duval et les actionnaires et les autres actionnaires, nous n'étions pas nous-mêmes de concert. Donc il n'y a aucun concert chez Patrimoine et Commerce. Donc il n'y aura pas de modification ni de remise en jeu du statut SIC. Il y a même plutôt une dilution actionnariale, donc les blocs sont moins importants. C'était une précision. Oui, non, mais je la comprends. Donc le statut SIC n'est pas en jeu là.
ordre ça va être de grandeur. 70-30 pour des raisons de risque. Je pense 30 de développement et 70 d'existant. On peut quand même pas indéfiniment faire du développement. Il y a quand même une petite part de risque à chaque fois, hein, même si elle est rémunérée. Pour revenir... Et 70 existants, oui. Pour revenir à votre première question, notre part de marché, je pense qu'elle est très petite. Si on prend l'ensemble diffus plus parc existant, je crois qu'on est très 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 petit. Par contre, dans les parcs constitués, organisés, rationalisés, on a de la marge, on peut croître, on doit faire 5% ou 6% de part de marché. Hein, donc, c'est très fragmenté comme marché. Ah ouais. Ah oui, on est petit. Les enseignes il y a encore beaucoup d'enseignes qui sont propriétaires de leurs murs. Il y a beaucoup de privés qui sont propriétaires de morceaux de parc. Il n'y a pas d'entité constituée. On est les premiers à vouloir rentrer massivement, si on peut dire, dans ce business-là. Donc, il y a une marge de manœuvre importante. On est tout petit. Je pense à ce niveau-là que les retail parks vont connaître la même évolution, ce qu'on a pu voir il y a maintenant assez nombreuses années sur le développement des centres commerciaux, où vous aviez beaucoup de centres commerciaux avant que je dirais entre guillemets, la profession s'institutionnalise. Vous aviez des parcs commerciaux où les galeries étaient imitées, parce que c'était un certain nombre de particuliers qui avaient acheté des morceaux de galeries. On a un exemple des exploitants ou je dirais des investisseurs locaux. On a un exemple, puisqu'elle est encore comme ça, c'est la galerie dans laquelle on a un morceau de galerie en ce qui concerne patrimoine et commerce à Tours. Et effectivement, les autres copropriétaires que l'on travaille, pour faire simple, sont effectivement des privés. Donc je pense qu'on va assister dans les années à venir à une évolution dans les retail parks assez comparable à ce qu'on a connu il y a plus de temps. Le remembrement des centres commerciaux, on aura le remembrement des retail parks. C'est du 100%. D'accord. Quand c'est construit par un autre, c'est le promoteur qui s'en occupe, c'est pas nous. Ça, c'est ce qu'on achètera. D'accord, c'est pas les surfaces que vous vendez à du Decathlon, des restaurants, etc. Non. Okay. Là, c'est ce qu'on a. Comment dire ? C'est ce que notre comité d'investissement a validé, c'est-à-dire la propriété de patrimoine et commerce. Les autres, si c'est vendu à Hippopotamus ou à Decathlon, c'est pas le problème du comité d'investissement de patrimoine et commerce. Forcément. Alors. Ça veut dire que la partie 2013, on sait très bien la faire. Ça veut dire que la suite, pour l'instant, on est un peu court, sauf à faire exploser le LTV. Opter pour du dividende en action, bien sûr, parce qu'on va essayer de protéger le cash de la société, mais ça veut dire aussi, un jour, opération de marché. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, et on ne pourra pas financer la croissance par de la dette. Sinon, on va avoir un tout petit sujet de LTV. Donc, c'est pour ça que j'insistais bien sur le fait qu'on n'a quand même pas les doigts dans la prise, on n'est pas obligé de faire. On se donnera le temps de lever les fonds nécessaires au financement de ce pipe. Mais ça passe par une opération de marché. Donc à nous d'en refaire une sans dilution. Il faut qu'on trouve. Voilà, écoutez, merci beaucoup.